Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. J'accueille aujourd'hui au micro Julie Vidalinck. Bienvenue Julie. Merci, bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on se pose la question de la gestion de carrière, de trouver sa voie. Cette question-là, c'est l'insomnie. Ça peut paraître un peu surprenant de parler de gestion du sommeil et de recherche de sa voie pro, de prendre les bonnes décisions de carrière. Mais tous ceux qui se sont posés des questions un jour dans leur carrière ou qui ont fait un mauvais choix pro ou qui vivent une période un peu dure savent pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre l'insomnie ou le mauvais sommeil et les questionnements liés à ce podcast. Julie est experte de ce sujet-là. Son travail, c'est d'accompagner les personnes et les entreprises dans la gestion du sommeil et notamment de l'insomnie. Et aujourd'hui, elle va nous apporter un regard à la fois d'expert, à la fois aussi un peu innovant et des outils concrets, en tout cas des conseils concrets sur comment exploiter ces phases-là de troubles du sommeil, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter et aussi en quoi est-ce qu'elles peuvent timidement nous aider dans nos questionnements et surtout, quand elles sont problématiques, comment gérer tout ça. Je laisserai Julie expliquer ça bien mieux que moi. Mais pour commencer, Julie, je te propose de te présenter brièvement et de nous partager un peu ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Mais merci, tu l'as très bien dit, de toute façon, j'accompagne en fait les personnes et beaucoup de femmes essentiellement qui souffrent d'insomnie. Je les accompagne pour qu'elles retrouvent le sommeil grâce à des accompagnements qui sont complètement sur mesure, complètement individualisés et qui sont basés sur l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, on est sur tout ce qui est nutrition, activité physique et gestion des émotions et du stress. Donc je donne tout un tas de conseils, j'adore partager ça sur les réseaux sociaux et en effet, je les partage aussi lors de conférences ou d'ateliers de prévention auprès des entreprises. Super. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'il y a un lien? Quel lien on peut faire? Quel parallèle entre chercher sa voie, chercher des réponses sur une quête de sens professionnel ou quand on est dans une phase de recherche d'emploi, bref, tout ça. Quel lien on fait avec l'insomnie? Quel lien tu fais toi? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître absolument complètement distinct comme sujet et en fait, il y a quand même un lien et qu'on peut retrouver même dans les deux sens. Quand tu n'es pas aligné avec ta voie professionnelle, quand tu es en recherche de ton orientation professionnelle ou même quand tu as fait le pas en fait de changer, tu pars sur tout un tas d'émotions qui sont pas évidentes. Évidemment, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, le stress. Et tout ça, en fait, est propice aux difficultés d'endormissement, aux réveils nocturnes qui vont caractériser les insomnies. Et dans l'autre sens, tu peux très bien avoir des personnes et ce sont très souvent des personnes qui ne s'écoutent pas, des personnes qui souffrent d'insomnie. Et l'insomnie, là, va être le premier signal, en fait, qu'il y a un mal-être. Un mal-être qui peut être lié justement à une situation professionnelle qui n'est pas satisfaisante. J'imagine aussi dans ce que tu dis que ça peut être l'insomnie qui vient d'une autre cause, mais qui fout notre vie un peu à plat et la carrière empathie. Tu vois, ça peut être l'œuf ou la poule, j'ai l'impression. Tout à fait, oui. Et toujours compliqué de savoir laquelle c'est. Après, l'insomnie il y a tout un tas de causes d'insomnie. On a l'habitude de dire il y a autant d'insomnie qu'il y a d'insomniaques. Mais tout ce qui est lié aux problèmes liés au travail, au tracas qu'on peut avoir à cause de ça, on est très souvent sur ce qu'on appelle une insomnie psychophysiologique. Et dans ce genre d'insomnie, tu as la cause originelle. Par exemple, un tracas au boulot, tu as fait une présentation, tu t'es fait détruire par un collègue, ça t'a complètement déstabilisé et tu vas ruminer toute la nuit en te disant à quel point tu as été nul et à quel point ton collègue a été désagréable. Ça, c'est la cause originelle, en fait. Mais en fait, les mécanismes qui vont se mettre à l'œuvre derrière et qui vont faire que l'insomnie dure sont complètement différents. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de ne pas se focaliser sur la cause originelle. Ok. Ouais, c'est hyper important. C'est vrai que quand on a du mal à dormir, en tout cas moi, quand c'est arrivé dans ma vie, j'ai toujours envie de trouver le nœud en te disant si je débloque ce truc-là,
tout va se régler. Et en fait, ce que tu dis, c'est que il peut y avoir une cause et qu'après, la mécanique s'est mise en marche et que l'insomnie n'a plus beaucoup de rapport avec la cause originelle. Exactement. Ton insomnie, si on reprend l'insomnie psychophysiologique, elle est en 2 étapes. Tu as la première étape d'un état d'hyperactivité, d'hyper-éveil. En gros, c'est que tu vas avoir une stimulation de ton cerveau à un moment où tu es censé dormir. Donc typiquement, tu es en train de ruminer sur ta réunion qui s'est pas bien passée, ou alors tu viens d'avoir un enfant, il fait passer nuit, donc tu te lèves, en plus c'est le premier, tu es hyper angoissé. Voilà, là, tu fais passer le message à ton cerveau qu'on peut être en état d'hyperactivité alors qu'on est en pleine nuit. Le problème, c'est que ton cerveau, en fait, il retient très bien les messages simples comme ça. Et donc, il va rester en fait en état d'hyperactivité alors que la situation n'est plus nécessaire. Tu vois, ton enfant peut avoir commencé à faire ses nuits ou ton problème au boulot est réglé. Et en fait, ton cerveau reste sur cet état d'hyperactivité. Et toi, ce que tu fais derrière, eh ben, tu te dis, ah mais non, 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 il faut que je dorme, je suis crevée, j'ai plein de choses à faire demain, il faut que je dorme. Ce que tu fais, c'est que tu te mets la pression pour dormir. Ce qui, on le sait, complètement contre-productif. Hein. Plus tu te dis que tu dois dormir, moins tu vas dormir, tout simplement. Et en fait, avec le temps, eh bien, tu vas t'auto-persuader que tu n'es plus capable de t'endormir rapidement. Tu vas presque même craindre ce moment du coucher. Et ça, c'est la deuxième étape de l'insomnie psychophysiologique. C'est un conditionnement négatif au sommeil. Et tu vois que là, la deuxième étape n'a plus rien à voir avec la cause originelle. Bébé fait ses nuits, ton collègue a peut-être été muté, le problème est réglé, mais en fait, les mécanismes qui se sont installés n'ont plus rien à voir avec cette cause-là. C'est marrant, il y a un parallèle à faire avec, notre cerveau reptilien. Quand on se pose des questions de carrière, que notamment on envisage pourquoi pas une reconversion ou une évolution un peu radicale, assez naturellement, on a des réflexes qui datent de Mathusalem, qui nous disent: «Attention, si je change de boulot, je vais peut-être, manquer de ressources et donc je vais peut-être mourir». En gros, ouais, on a des choses qui viennent de la nuit des temps, qui sont enregistrées bien profondément dans notre, évolution et qui nous disent: «Attention, si je rate ce truc-là, ce sera la catastrophe pour moi». Et ça peut être disproportionné par rapport à la menace réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité à avoir peur qui est, bien souvent disproportionnée par rapport au risque réel encouru, parce que c'est notre cerveau qui se réactive. Là, c'est un peu la même chose au fond, ce que tu nous dis. C'est ça. Là, c'est vraiment ce que tu viens de décrire, tu vois, c'est l'anxiété. Très typiquement, ça, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est un état émotionnel qui est assez diffus, d'inquiétude disproportionné. Toujours, hein, les anxieux sont de grands réalisateurs de films catastrophes dans leur lit. C'est toujours disproportionné et la menace n'est jamais véritablement identifiée. Tu vois, typiquement, j'étais salariée, j'ai sauté le pas, je suis désormais à mon compte. Il y a une anxiété, mais j'identifie pas une menace précise. Contrairement à l'angoisse, tu vois, les gens qui font des crises d'angoisse la nuit, là, on est sur une situation précise. Ça va être, par exemple, tu vois, la veille d'une prise de parole à ta première conférence. Voilà. Là, tu sais très bien ce qui t'angoisse et tu vas avoir une crise d'angoisse où là, on retrouve des symptômes physiques comme l'oppression thoracique ou encore des palpitations, par exemple. OK, sans vouloir aller trop loin dans le sujet, parce qu'on va essayer de faire des parallèles, mais avec, le fait de chercher sa voie. Mais, la différence entre l'anxiété et l'angoisse, de ce que j'en comprends, c'est que l'anxiété est quelque chose d'un peu diffus, on ne sait pas trop dire où est le mal, mais il est là. Ouais, L'angoisse, il y a quelque chose qui nous bloque précisément. exactement. Qu'est-ce qui déclenche cette anxiété et qu'est-ce qui déclenche cette, angoisse, en tout cas chez tes clients? Alors, ça peut être tout un tas de choses et ça peut être lié à l'hygiène de vie. Alors, tu vas me dire, c'est mon dada, j'en parle forcément, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas le lien entre leur stress, leur anxiété et leur alimentation et le sport, qui sont pourtant, on le sait, des activités qui ont un impact physiologique très important sur ce stress, sur cette anxiété. Donc déjà, une OK. mauvaise hygiène de vie, en fait, va favoriser ce stress, cette anxiété. Et puis, on n'a pas parlé non plus d'une chose qui est assez récurrente, ce sont les ruminations. Et les ruminations peuvent être source de plus d'anxiété et de plus d'angoisse. Tu peux nous définir un peu ce que c'est qu'une Ouais, rumination par rapport à heu, ouais, tout à fait. Les ruminations, en fait, donc ce sont donc ça, on le sait tous, hein, des pensées qui tournent en boucle, mais ce sont souvent des pensées qui sont tournées sur des événements passés et négatifs.
tu vois, des échecs, des erreurs, ta fameuse réunion qui s'est pas bien passée, à 2 heures du mat, tu es encore en train de te la refaire en te disant que tu es nul et que ça ne va pas du tout. Ça, c'est une rumination. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà, les ruminations, on en a tous, c'est parfaitement normal, sauf que certains ont plus de ruminations abstraites que concrètes. Les ruminations abstraites, ce sont celles qui vont être basées sur des préjugés, des jugements et qui vont se focaliser sur le problème. Alors que les ruminations concrètes, on est sur des ruminations qui vont être dans la recherche de la solution. Voilà, une fois que tu as dit 40 fois que tu étais nul, que ton collègue était désagréable, maintenant je pose le truc, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais le voir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Donc tu vois, à partir du moment où tu pars sur quelque chose de plus concret, tu sors d'un cercle vicieux possible. Parce que les ruminations abstraites, le problème, c'est qu'elles vont majorer les troubles de l'humeur, donc c'est-à-dire l'anxiété, le stress. Du coup, être propice aux insomnies, être propice au manque de sommeil. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que le manque de sommeil, eh bien, lui aussi, va majorer l'anxiété et va diminuer ta capacité à gérer les pensées négatives. Donc, en fait, moins tu dors, plus tu rumines, moins tu dors, tout simplement. OK. Alors, on va essayer dans un temps assez court de faire un parallèle avec la gestion de carrière, la recherche d'un job qui nous plaît, le questionnement de trouver sa voie, qui est le cœur de ce podcast, et l'insomnie. On s'est dit qu'on pourrait essayer de détourner un peu le sujet en disant qu'est-ce que l'insomnie peut nous apporter? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Et si elle devait nous aider, en quoi elle pourrait le faire? Évidemment, après, ton job, ça va être de nous aider à à régler ces problèmes d'insomnie. Mais avant d'aller combattre, si on épouse un peu cette réalité qu'on dort pas, jeune Mmh. papa, jeune maman, anxieux, heu, bref, une échéance qui arrive, un entretien qui s'est mal passé, une période de chômage qui dure trop longtemps, bref, quel que soit le sujet. En quoi l'insomnie peut nous éclairer aussi sur nos questions liées à notre carrière? Ouais. Ça, je le vois fréquemment et je l'ai vécu pour avoir eu 10 ans d'insomnie chronique. Je l'ai vécu sur mes premières années d'insomnie. Heu, Quand tu as des réveils nocturnes, tu peux bien les vivre, parfois. C'est tout à fait possible, parce que, la nuit, c'est un moment calme, c'est un moment qui est propice, en fait, aux réflexions plus profondes, à l'introspection et on le sait, hein, c'est un moment de plus grande créativité. On peut évidemment penser à des artistes ou des écrivains, mais il y a des chefs d'entreprise, des cadres qui arrivent à avoir des idées plus poussées. La nuit, tu as souvent une intuition plus affûtée, tu vois? Une capacité à prendre de la distance plus grande et donc une plus grande créativité aussi et c'est toujours très intéressant en termes de création et de réflexion. Heu, Ces réveils nocturnes, moi je le dis toujours, il faut vraiment les dédramatiser, hein. J'ai récemment conseillé un livre à mes abonnés à la newsletter, je suis désolée, j'ai pas retrouvé le livre, c'est La grande transformation du sommeil, je crois, de Roger et Kirsch, qui nous expliquait quelque chose de très intéressant. C'est que, ce n'est que depuis le 19e siècle, alors ça nous paraît loin à nous, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est récent. Ce n'est que depuis le 19e siècle qu'on dort en un seul bloc. Tu vois, nos ancêtres, auparavant, avaient toujours un réveil nocturne d'1 heure ou 2. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des récentes, études faites aux États-Unis qui ont montré que des personnes qui sont, privées, pendant plusieurs semaines de, lumière artificielle au moment de la nuit tombée, eh bien, ils vont retrouver, un mode de sommeil fragmenté. Alors, évidemment, on vit pas comme nos ancêtres et là n'est pas la question, mais on entrevoit quand même que, naturellement, notre sommeil est fragmenté avec un réveil nocturne et je pense que c'est important de le garder en tête parce que ça permet aussi de dédramatiser ce moment-là. Donc moi, je pense qu'en effet, ces moments-là peuvent être des moments, soit de relaxation, soit aussi des moments, d'introspection, de réflexion et c'est typiquement ce dont on a besoin quand on est comme ça, en train de réfléchir à son orientation professionnelle. Tout à fait. Ça peut être, la nuit, si je me réveille 1 heure, j'en profite pour faire des exercices sur moi-même ou pour prendre des pages blanches et écrire 2 3 mots et cetera. Et puis ou même produire du contenu qui me rapprochera d'une destination. C'est-à-dire,
commencer à faire quelque chose vers une voie qui m'attire ou faire mes recherches de personnes que je voudrais contacter et le jour être sur le terrain, dans l'action et dans la Mmh, rencontre, par exemple. Intéressant. exactement. Donc, ce que tu nous apprends là, c'est que le réveil nocturne n'est pas, heu, anormal et n'est Mmh. pas forcément un problème Non, en effet. et que donc, en soi, quelqu'un qui nous écoute et qui se dirait: «Bah, moi, je me réveille chaque nuit entre 1 heure et 2 heures du matin», en soi, s'il est OK avec ça, si sa vie est OK, ça peut être l'occasion de lire, de faire des choses, d'avancer. Exactement. Les réveils nocturnes, ils vont être problématiques, dans 2 situations. La première, c'est si ça engendre un manque de sommeil trop important. Heu, si tu es éveillé pendant 1 heure la nuit, mais que tu as la possibilité de décaler ton réveil, c'est pas bien problématique en soi, hein. C'est vraiment s'il y a un manque de sommeil, là, ça va être problématique parce qu'en fait, un des premiers symptômes du manque de sommeil, c'est notamment la baisse de la capacité de concentration et de lucidité. Or, si tu es dans un processus de réflexion autour de ta carrière, voilà, c'est pas, c'est problématique d'avoir, ce symptôme-là. Ouais, Hem, ou si tu es dans un poste qui te convient moyen ou avec un manager qui est devenu toxique et qu'en plus tu perds tes facultés mmh, de résilience, de concentration, d'empathie, de tact, tout ça, ça va tout à empirer fait, encore les choses, j'imagine. exactement. Donc quand ça engendre un manque de sommeil, c'est problématique et ça peut être aussi problématique quand, ces réveils nocturnes sont des moments propices aux ruminations. Ces fameuses ruminations abstraites négatives. Donc là, en effet, non seulement le réveil nocturne est mal vécu, mais à la longue, ça va finir par créer aussi de l'anxiété et de l'angoisse en journée. Alors, je suis pas expert en sommeil et c'est toi qui vas nous éclairer là-dessus, mais naturellement, j'aurais envie de proposer à quelqu'un qui me dirait: «Voilà, toutes les nuits, je rumine sur le fait que j'aime pas ce que je fais ou que j'ai loupé cette opportunité et j'ai l'impression que ça se reproduira plus jamais». Bref, une rumination qui reviendrait. J'aurais envie d'inviter quelqu'un qui dit ça à passer d'une situation qui ne lui va plus à construire une situation qu'il désire. C'est-à-dire, comment est-ce que au lieu de t'éloigner de cet inconfort, tu te rapproches d'un futur souhaitable? Et comment est-ce que tu peux mettre ton énergie vers de la construction plutôt que vers un évitement? Mais je dis ça un Exactement. peu au pif, basé sur ce que j'observe de jour, en fait. Comment tu vois les choses, toi? Non, non, c'est tout à fait ça. Pour moi, quand il y a des ruminations qui sont négatives comme ça, il y a vraiment, 2 choses à faire. La première, c'est de prendre du recul et en effet, ça va être notamment en passant de l'abstrait au concret, hein. C'est ce que je te disais, une fois que tu as fini de ruminer sur, ta soi-disant nullité à la réunion, bah, tu essaies de trouver une solution. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir ton collègue? Comment tu fais? C'est vraiment essayer de passer à la recherche de solutions qui est important. Et prendre du recul, tu as dit quelque chose d'intéressant, là-dessus tout à l'heure, ça peut être intéressant aussi, d'écrire tout ça. Alors ça peut paraître très simple, hein, mais prendre quelques minutes pour écrire ce qui te tracasse, ça permet vraiment de libérer ton esprit et de prendre cette distance dont tu as besoin. Après, si les ruminations sont vraiment très présentes, que tu n'arrives pas à passer, à du concret, heu, bah, faire diversion. Pour l'instant, je fais diversion. Je sors de là et faire diversion, bah, tout simplement en ayant une activité, bah, absorbante, hein. Ça peut être la lecture, ça peut être ce que tu veux en fonction de tes goûts. Certains font de la méditation ou autre, mais avoir une activité absorbante qui te permet de faire une pause dans tout ça. Heu, je pense que voilà, c'est intéressant de prendre ce recul-là et de prendre ce recul-là même physiquement. C'est-à-dire que si tu es dans ton lit et que depuis plus de 20 minutes, tu es en train de ruminer, il faut se lever. Je parlais tout à l'heure des messages clairs qu'on fait passer à notre cerveau. C'est vraiment il faut vraiment faire très attention à ça. Il ne faut pas créer, pour notre cerveau une association lit égale lieu d'inquiétude. Ça, c'est important. On se lève, on fait autre chose. Il ne faut pas que notre cerveau associe le lit à un lieu de rumination et d'inquiétude. Donc la première chose, c'est ça, c'est cette prise de distance, soit en recherchant des solutions, soit en écrivant. Tu penses à quelque chose? Très concrètement, je me souviens de mes nuits blanches, parce que, tracas au travail ou, bébé qui veut pas dormir, plusieurs situations. À quel moment dans ta nuit blanche où tu as essayé de dédramatiser, où tu te dis: «OK, j'ai quitté le lit pour que ce ne soit pas un lieu d'inquiétude. OK, je prends note de tout ça». À quel moment tu sais que tu es mûr pour regagner le lit? Puisque je trouve que c'est impossible de savoir à quel moment,
cette fois, ça va marcher. Comment tu sais quel est le bon moment pour regagner ton lit, qui n'est plus un lieu Ouais, d'inquiétude? ouais. À partir du moment où enfin, si tu es parti pour faire une activité absorbante, en fait, et que, ça y est, tu ne penses plus à ton problème et que tu commences à sentir les signes de l'endormissement, parce qu'il y a ça aussi, hein. Ça sert à rien, d'y retourner juste parce que ça y est, tu arrives à penser à autre chose. Il faut que tu attendes de nouveaux signes d'endormissement, en fait. Il faut que tu attendes, en fait, un nouveau cycle. Donc ça, bon, là, les signes d'endormissement classiques, hein, tu as les yeux les paupières lourdes, voilà. À partir de ce moment-là, tu peux y aller. Après, il faut pas non plus se forcer à retourner au lit si on sent que ça vient pas, tout simplement. Il vaut mieux, si tu t'es réveillé, à 3h30, 4h et que tu t'es levé pour faire autre chose parce que justement tu ne voulais pas ruminer dans ton lit, il vaut mieux rester éveillé, jusqu'au matin, plutôt que de se forcer à retourner au lit puisqu'en fait tu vas refaire ce que tu essayais d'éviter, auparavant. Tu Alors dans ce que tu réguleras dis après. ouais, mais c'est super intéressant et ça me donne, une idée. Hem, ça va paraître peut-être un petit peu abstrait et un peu perché, mais au fur et à mesure que j'avance dans les questionnements depuis une dizaine d'années de comment est-ce qu'on trouve sa voie, comment est-ce qu'on avance dans sa carrière, au fur et à mesure que j'accompagne aussi des personnes, je m'aperçois que il existe une différence entre consommer et produire. Quelqu'un qui se dit: «Je le massage, ça m'intéresse, le yoga, je sais pas, l'écriture, peu importe quoi, ça m'intéresse», va avoir naturellement tendance à suivre plein d'instagrammeurs, plein de youtubeurs, à lire plein de bouquins sur tout ça, en ayant l'impression qu'il avance vers son projet. C'est ce que j'ai envie d'appeler de la consommation. La production, c'est faire quelque chose, contribuer, c'est-à-dire: «OK, bah, je vais masser un mannequin, je vais m'entraîner» ou je vais, masser un ami ou une amie ou je vais, écrire un article là-dessus ou je vais faire une petite vidéo là-dessus. C'est qu'est-ce que je peux donner de moi? Et ce dont je m'aperçois, c'est que à force de petites productions, on finit par créer des trajectoires. Alors qu'à force de consommation, on crée rien du tout, à part plus de consommation et on peut passer 3 ans à lire des pages Insta et des comptes, tout ce qu'on veut sur des sujets. On a l'impression qu'on s'en rapproche, en fait, pas du tout. La Mmh. production rapproche, la consommation fait stagner. C'est l'impression que ça me donne. Le lien que je fais avec ce que tu nous dis là, c'est que quand on a un trouble du sommeil, quand on fait une insomnie, quand on fait un réveil nocturne, j'ai l'impression que très naturellement, en tout cas moi c'est mon cas, on rentre dans un cycle de consommation. Tiens, bah, je vais me faire une série Netflix. Tiens, bah, je vais bouquiner. Tiens, je vais me distraire. Je vais consommer quelque chose. Consommer un contenu quel qu'il soit. Heu, j'ai un peu le sentiment que si on basculait dans un mode de production, tiens, bah, je vais écrire un article. Tiens, bah, je vais enregistrer une vidéo. Tiens, je vais enregistrer un épisode de podcast. Tiens, bah, je vais, faire je ne sais quoi. Quelque chose qu'on peut faire à 2 heures du mat, quoi, mais bon. Heu, et bien, j'ai le sentiment que ça consomme peut-être un peu plus d'énergie et que ça pourrait renvoyer plus vite au lit, mais c'est peut-être juste une intuition. Mais en tout cas, d'un point de vue trouver sa voie, ça me paraîtrait beaucoup plus utile que de consommer. Oui, je Voilà. comprends. Après, je pense que ça va être, vraiment en fonction de chaque personne, et de l'activité. Il faut pas qu'elle soit trop éveillante non plus. Tu vois, je disais que pour les ruminations, il y a 2 choses à faire, donc prendre du recul et la 2e chose à faire, c'est de favoriser la détente de ton esprit, hein. On est toujours sur, ces fameux messages très clairs à faire passer à notre cerveau et donc c'est important, en fait, de faire comprendre à notre cerveau, le soir, que on se calme. On va plus Mmh. ruminer, on va plus s'inquiéter. Et ça, c'est le fameux rôle de la routine du soir. Là encore, on choisit des choses très personnelles, hein, bain chaud, musique calme, ce que tu veux, peu importe. Ce qui est important, c'est le signal qui est donné à ton cerveau, de se calmer et de se détendre. Et pour, repartir sur ce que tu disais, tu vois, moi, quand j'avais, des insomnies chroniques et les premiers temps où, les réveils nocturnes, je les vivais bien, soit j'étais dans ces temps de création, de réflexion sur des projets professionnels, soit j'étais sur une activité, alors que tu vas peut-être juger comme productive, mais que je voyais avant tout comme relaxante. Je pâtissais, je sais pas pourquoi. Je pâtissais, voilà. Je faisais des gâteaux à tout va, ça me calmait. C'était vraiment quelque chose qui était, voilà. Mais après, c'est propre à chacun. Je pense que, Bien sûr. Et ouais, c'est intéressant, mais je veux pas ici, alors, créer une doctrine sur le truc en disant: «Il faut, produire de ses mains» ou du contenu, internet. Simplement, c'était plus un apport méthodologique de dire qu'on a
on a vite tendance à consommer et la consommation se passe souvent sur un écran, en plus. Oui. Alors, les écrans, en effet, ils sont à limiter et pas seulement pour l'histoire de la lumière bleue. Tu vois, en fait, le problème, ça va être aussi l'excitation intellectuelle que ça va provoquer. Typiquement, scroller sur les réseaux sociaux, ça crée une excitation intellectuelle. Et cette excitation intellectuelle, en fait, elle est propice aux ruminations. C'est en ça qu'il faut faire vraiment attention sur l'activité productive ou non que tu peux être amené à choisir. C'est vrai que sur la lecture, là encore, tu te mets pas à lire quelque chose d'extrêmement complexe. Tu prends quelque chose où tu te laisses guider, tu suis en fait. Merci Julie, bah, c'est super intéressant tout ça. Si on résume un peu l'ensemble, quelqu'un qui nous écoute et qui dirait bon bah moi en fait je ne sais pas si c'est ma vie de famille ou le boulot, mais je suis préoccupé, donc je suis dans une période plutôt anxiogène, je me réveille la nuit, je ne réussis pas à me rendormir. Très concrètement, quelle méthode tu aurais envie de lui proposer si on remet tout ça dans l'ordre? Ouais. Alors déjà d'appliquer ce conseil de se lever en fait. Vraiment, c'est un conseil qui est donné systématiquement. Quand on n'arrive pas à s'endormir au bout de 15-20 minutes, que ce soit dès le début de notre nuit ou lors d'un réveil nocturne, il faut se lever. Il faut se lever. Alors certes, peut-être qu'on ne va pas arriver à s'endormir dans la nuit, mais c'est pour les prochaines nuits en fait, pour ne pas en fait engendrer d'autres réveils nocturnes derrière. Moi, vraiment, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de se connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs besoins en sommeil parce qu'on a des contraintes le matin, on a des contraintes le soir et on connaît très peu nos véritables besoins en sommeil. De connaître son rythme, hein, les gens qui Attends, sont du matin. Pardon, ouais, mais vas-y. concrètement, non, mais quel est le, comment on fait pour se Comment on connaître? fait? Eh ben, tout simplement, on prend des vacances d'au moins 2 semaines et la deuxième semaine des vacances, on essaie de se laisser sans réveil, de dormir et d'évaluer un petit peu. Pas la première semaine parce que souvent tu es en train de compenser une dette de sommeil, donc ça fausse tout. Et sur la deuxième semaine, tu peux avoir une idée concrète de ton besoin en sommeil. Et puis connaître évidemment ses rythmes, hein. Est-ce que tu es plutôt d'un chronotype du soir, du matin, un chronotype intermédiaire? Il y a des gens qui s'épuisent et qui dérèglent leur cycle de sommeil en s'infligeant en fait une vie qui ne respecte pas leur propre rythme biologique. Et je Ouais, pense c'est un peu le notamment problème au des, chronotype du soir. Mmh. bah ouais, moi, c'est que c'est un peu les morning routines et autres approches qui sont pas adaptées à tout le monde au final. Qui ont fait J'ai beaucoup de mal, l'impression. oui. Oui, 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 oui. On glorifie énormément les gens qui sont du matin. Et ça fait malheureusement beaucoup de mal. Donc ça, c'est la Ok, première donc chose. se lever, et savoir connaître son besoin, qui va de 5 heures à 9 heures, j'imagine, quelque chose comme ça. Oui, c'est En ça. gros, si on prend l'écart type du plus Mmh, petit au plus gros, c'est ça? c'est ça. Euh, et quoi d'autre comme conseil concret te vient en tête? Ensuite, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie parce que c'est le premier traitement qu'on applique sur les insomnies, sur les mauvaises nuits. Et l'hygiène de vie, c'est pas uniquement ce que tu vas faire le soir avant de te coucher. Ça, c'est important de le dire, hein. C'est vraiment tout ce qui se passe dans une journée qui va contribuer à la qualité, à la quantité de ton sommeil. Donc, c'est la qualité de tes repas, la régularité de tes repas, l'activité physique. On le dira jamais assez, la sédentarité tue. La sédentarité fait énormément de mal. L'exposition à la lumière du jour, alors ça peut faire sourire évidemment parce qu'on enregistre actuellement au mois de septembre, mais une fois qu'on aura passé l'heure d'hiver, moi j'ai parfois eu des clients qui partaient le matin au travail en voiture, il faisait nuit, ils passaient la journée dans leur boîte sans voir la lumière du jour et qui revenaient le soir, il faisait déjà nuit. Il n'y a pas d'exposition à la lumière du jour alors que c'est indispensable pour synchroniser correctement notre cycle de sommeil. Et en plus de ces conseils pratiques, j'ajouterais volontiers donc de se dire que c'est pas parce que tu ne dors pas ou que tu dors mal que tout ça, c'est un signal à creuser à tout prix de mal-être professionnel ou qu'il faut trouver le problème, d'où tout est parti, quoi. L'insomnie a ses propres mécanismes qui peuvent devenir indépendants
des problèmes qu'on rencontre dans sa carrière ou dans sa vie de couple ou autre, hein, d'ailleurs. Mais comme ici on parle boulot, c'est de pas chercher à tout prix peut-être de ce que tu disais, hein, à craquer le problème, en pensant que tout va suivre ensuite derrière, quoi. Exactement. Il y a malheureusement des gens qui ne s'écoutent pas assez et d'autres qui vont faire l'inverse, qui vont à tout prix essayer de chercher en fait la cause et comment résoudre cette cause originelle et du coup, on n'est pas du tout dans ce qui est le principe même du sommeil. Le sommeil, c'est le lâcher prise. Ça, c'est super important, c'est le lâcher prise. Donc, en effet, des gens qui finissent par se dire: «Non mais il faut que je dorme, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que je résolve mon problème». Ils ne pourront jamais s'endormir calmement. C'est pas possible. Merci Julie pour tous ces conseils. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est le petit défi qu'on lance habituellement aux auditeurs, aux auditrices. C'est pas obligatoire, mais est-ce que tu aurais envie de donner un petit challenge à quelqu'un qui nous écoute et qui serait justement dans une période à la fois de questionnement professionnel et de troubles du sommeil? Est-ce que tu aurais une idée d'un défi qu'on peut donner pour Waouh! essayer de faire un pas de plus, quoi? J'ai oublié de t'en Ouais. parler. Non, mais t'inquiète. Hem, alors je vais pas parler du défi des écrans parce que c'est trop évident. Hem, mais écoute, on Je a sais parlé de pas. lumière. Ouais, bah, les écrans, c'est extrêmement compliqué. Je pense que l'addiction est tellement grande que, se lancer un défi dessus, c'est pas évident. Mais j'ai envie de te dire, sur la pause déjeuner, sortir. Sortir, se promener. OK. Moi, je le dis à tous mes clients, ne négligez pas ce qui est simple. Sortir, se balader, un petit peu pendant la pause déjeuner, ça permet de s'exposer à la lumière du jour, ça permet d'avoir un minimum d'activité physique. C'est simple, mais c'est efficace. Ben, écoute, on va garder ce défi-là, qui est vraiment actionnable par tout le monde en théorie Mmh. et qu'on lance à nos auditeurs et auditrices. Merci Julie pour, ce Merci à toi, partage Jean. et je te souhaite beaucoup de succès avec, tes clients et puis dans tes recherches aussi sur cette, thématique-là du sommeil. Merci beaucoup. Et puis voilà, pour vous tous qui nous avez écoutés, merci de votre fidélité. Si vous avez, aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.